Alors, bon, peut-être on va commencer pour respecter le programme et s'ils nous rejoignent, ils vont prendre les questions. Je vais leur adresser les questions que j'avais préparées à leur attention. Donc, bonjour à tous. Je suis Franck Kouyami, membre ISOC Bénin, membre de la communauté de l'Internet au Bénin et je suis extrêmement ravi de répondre à cet appel de la communauté qui organise chaque année depuis un certain temps déjà fidèlement le Bénin DNS Forum pour animer ce premier panel sur les enjeux de la digitalisation des formations et des emplois en période de crise sanitaire. Il ne m'appartiendra pas de vous rappeler le contexte particulier que nous traversons depuis quelques mois dans le monde et en Afrique, contexte qui a amené quand même les États et les organisations, des institutions à faire face à des situations qui n'ont jamais été prévues dans les pires scénarios catastrophes et qui a contraint l'économie mondiale à tourner au ralenti, qui a contraint les structures à prendre des mesures jamais vues jusqu'à maintenant, mettant des franges entières de l'économie à l'arrêt, en contraignant les gens à limiter leurs déplacements, en obligeant les personnes à changer tout ce qui est habitude sociale, habitude comportementale, afin de répondre aux enjeux qu'imposait le ou la COVID-19. Et donc, cette situation a impacté également durement un certain nombre d'activités, dont les activités d'enseignement, de renforcement de capacité, de formation. Ce secteur-là, qui est quand même un des secteurs les plus anciens, hein, les mieux organisés et les plus... Alors, les universitaires présents me pardonneront, mais les plus susceptibles de faire preuve d'inertie face au changement. Depuis plusieurs années, nous parlons de digitalisation de l'information et de la formation, d'introduction du numérique dans l'enseignement et la formation. Euh, les systèmes académiques, et surtout en Afrique, ont été très lents à prendre le pli du numérique, le virage d'Internet et des TIC. Et donc, en face de la COVID-19, ils ont dû faire face à cette situation particulière qui demandait des transformations immédiates, rapides, pour garantir déjà de préserver les statuts des apprenants, donc sauver les années académiques, sauver les années universitaires, mais également se transformer en profondeur en adoptant de nouvelles approches. Et donc, notre objectif au cours de ce panel sera de faire le tour de ces défis-là auxquels on fait face le secteur de l'enseignement, de la formation, de renforcement des capacités, de voir comment est-ce que ce secteur-là a su s'adapter aux nouveaux enjeux qu'imposait ou la COVID-19, et de voir aussi comment toutes les disciplines, tous les secteurs entourant ce grand secteur qu'est celui de l'enseignement, de la formation dans nos États de façon générale et en Bénin en particulier, peuvent tirer leçon, profit de ce choc-là afin de définitivement entrer dans le monde du numérique et du digital. Donc, pour parler de tout ça, je reçois sur ce panel 3 personnes, mais en particulier parce qu'elle est la seule présente pour l'instant, Joanne Breffert, qui est directrice du développement à Epitech. Joanne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours rapidement en 1 minute? Oui, bonjour Franck. Enchantée, ravie d'être là ce matin. Alors, du coup, je m'appelle Joanne Breffard, je suis franco-haïtienne, mariée avec un Béninois, donc installée depuis 2017 au Bénin. Donc moi, j'étais entrepreneur en France. Et depuis mon arrivée au Bénin, du coup, avec mes associés, nous avons monté Epitech Bénin, donc du coup, la, la, la filiale d'Epitech, qui est une grande école d'informatique en France depuis 20 ans. Nous avons lancé le premier campus du coup en Afrique donc, et au Bénin. Nous avons à ce stade aujourd'hui 150 étudiants qui étudient du coup l'informatique au niveau licence et nous proposerons du coup un niveau master l'année prochaine et des formations professionnelles que nous avons commencé à administrer depuis octobre. Donc voilà en quelques mots. Voilà, Très bien, merci Joanne. Alors,
Je vais commencer par m'adresser à toi par rapport à ton parcours chez les alchimistes. Ok. Euh, Chez les alchimistes, c'est déjà la première école qui est dédiée aux associations aux entrepreneurs sociaux. C'est une école qui déjà, dès la base, avant même que tu n'arrives à Epitech, a fait le choix d'une alternative au système classique de formation, donc en utilisant beaucoup les numériques, les technologies numériques. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette époque à faire ce choix-là, bien avant, bien sûr, tout ce qu'on parle aujourd'hui autour du Covid-19 ou de la Covid-19? Alors, du coup, quand j'ai lancé les Alchimistes, donc qui était voilà, une école dédiée aux entrepreneurs sociaux, donc à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était en 2015 hein, que j'ai démarré l'aventure. L'idée, c'était de se dire déjà que je voulais casser les codes de l'éducation de manière générale, travailler sur des formats beaucoup plus pratiques que théoriques, parce que finalement, quand on est un acteur, un entrepreneur, on peut faire plein de cours sur comment créer son business plan, comment élaborer une stratégie marketing, mais il n'y a rien de mieux que l'action et d'avoir en fait des supports dédiés, d'avoir des professionnels dédiés. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de travailler sur une pédagogie active à l'époque, qui je pense correspondait beaucoup plus aux attentes des professionnels de terrain. Après, du coup, nous, on utilisait beaucoup le digital, notamment pour communiquer. On n'a pas vécu, bien sûr, à l'époque, le côté, on va dire, crise sanitaire comme on l'a vécu aujourd'hui, qui nous aurait poussé à tout digitaliser. Mais on a eu beaucoup de réflexions là-dessus parce qu'on était basé à Paris et finalement, beaucoup de gens en région ou à l'étranger, en fait, nous demandaient comment avoir accès à nos contenus, à nos formations, puisque c'était un petit peu novateur à l'époque. Donc voilà, donc on avait démarré des démarches, notamment voilà, pour faire des ateliers filmés. On était aussi en élaboration d'un espèce de MOOC aussi pour accompagner tout le monde. Donc je dis on était parce que moi j'ai dû du coup finalement partir en 2017 et donc j'ai cédé le projet à une autre équipe de direction. Voilà, mais qui a un peu moins continué sur cette voie-là, parce qu'on avait d'autres projets à l'époque. D'accord. Et donc, en 2017, tu arrives à Cotonou, vous montez Epitech, école numérique s'il en est. Aujourd'hui, avec le recul par rapport à Epitech, est-ce que vous avez eu raison de faire les choix de formation avec une partie de la formation, bien sûr, qui est en présentiel, mais une autre partie qui est faite avec des intervenants à distance? Est-ce que vous pensiez déjà à un contexte similaire à celui que nous traversons, où on devrait limiter vraiment les contacts entre les personnes à cette époque-là, où vous l'avez fait parce que c'était dans l'esprit même d'Epitech au départ? Voilà, c'est dans l'esprit même d'Epitech, c'est-à-dire que aujourd'hui à Epitech et depuis toujours, tous les contenus sont en ligne en fait. Donc ça veut dire que les étudiants qui soient malades ou indisposés, ils peuvent suivre de toute façon ils peuvent suivre les cours. Enfin, à Epitech, on n'a pas forcément de cours, mais on va dire ils peuvent travailler sur leur projet depuis en fait la maison. Mais nous, c'est vrai qu'on est dans un modèle un peu hybride où finalement, on ne travaille pas avec des cours et des profs dédiés. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une école classique. C'est une école où, effectivement, 100% pratique, où les étudiants, dès les premiers jours, en fait, ils vont apprendre à apprendre. Donc, ils vont travailler par eux-mêmes, ils vont être soumis à plein de challenges, de nombreux projets tout au long de leur scolarité. Et donc, c'est ça qui va leur permettre d'approfondir et d'acquérir aussi leurs connaissances. Et ils sont encadrés du coup par des coachs pédagogiques, par des étudiants un peu plus âgés, tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils apprennent. Du coup, tous les contenus sont déjà en ligne. Donc c'est vrai que pour nous, on n'a aucun problème à passer en mode 100% digital. Donc comme ça a pu avoir le cas en février, c'est-à-dire qu'en une demi-journée, tous nos étudiants étaient à la maison et on a continué le programme sans souci et sans délai. Mhm. Par contre, dans notre pédagogie, le présentiel est important pour la collaboration. Donc, c'est-à-dire qu'on encourage les étudiants à venir à l'école. L'école est ouverte 24/24 pour qu'ils puissent travailler en équipe sur leurs projets, s'entraider, se stimuler. Donc voilà, donc en fait, ça veut dire qu'on peut complètement digitaliser nos formations parce qu'elles le sont déjà.
Mais on fait quand même le choix aussi de dire, en tant qu'école, pour nous, le présentiel est important pour vraiment l'aspect social, collaboratif et communautaire des formations. D'accord. Et on a parlé, tu viens d'en parler très rapidement, mais février 2020, le cordon sanitaire est mis en place, les restrictions sur les regroupements de personnes sont mises en place. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là, subie, où les apprenants, certains apprenants ne peuvent même plus rentrer dans Cotonou. Même s'ils sont dans Cotonou, leurs déplacements sont limités. Tu viens de nous dire qu'en une demi-journée, vous avez réussi à switcher. Mais est-ce que cela s'est fait de façon aussi triviale, aussi simple, au niveau de l'organisation, au niveau du fonctionnement même d'Epitech, au niveau du fonctionnement du centre de formation de l'école, parce que bien sûr, il y a tout ce qui est pédagogique, mais il y a également tout ce qui est administratif, tout ce qui est technique derrière. Comment cela s'est fait? Est-ce que cela s'est fait simplement? Est-ce que vous avez quand même pu anticiper? Qu'est-ce que vous avez pu préparer? Comment vous avez pu préparer cette transition pour être prêt en une demi-journée à switcher? Très bonne question. Donc, en fait, on a effectivement anticipé. C'est-à-dire que au début de la crise, donc je pense que tout début février, avant que ça commence à devenir un petit peu la panique, on s'est dit que ça allait sûrement arriver jusqu'à nous. Donc, les dispositions qu'on avait prises à l'époque, c'est déjà de respecter les distances sociales et de sensibiliser nos étudiants. Mais aussi, on a demandé à nos étudiants de tous nous donner leur numéro de téléphone à jour, parce que par rapport à leur dossier d'inscription, donc leur numéro de téléphone à ce jour-là, et leur demander est-ce qu'ils avaient une connexion à Internet à la maison ou pas. Donc, c'est en se basant là-dessus qu'on a pu arbitrer aussi ceux qui avaient déjà la connexion Internet, et entre ceux qui n'avaient pas la connexion Internet pour leur en fournir, justement, si du coup la situation se présentait. Donc, effectivement, on a pu switcher sans heurte en une demi-journée, parce qu'on avait anticipé ça. Et donc, le jour même, on avait, nous, la fiche avec tous les numéros de téléphone. On avait 50 étudiants à l'époque, parce qu'on a démarré en 2019, les cours Epitech. Je vois l'écran de bain. Raihana, ton micro est ouvert, s'il te plaît. Joanne, tu disais que vous aviez 50 étudiants. Oui, voilà, à l'époque. Et donc, du coup, un des assistants pédagogiques a crédité, en fait, tous les étudiants qui n'avaient pas Internet à l'époque, pour qu'ils puissent, du coup, suivre normalement. Donc, c'est vrai qu'on avait Quand tu parles de créditer, tu parles bien sûr d'activer des forfaits Internet pour ces étudiants-là. Voilà, c'est ça. Donc, ça a été une initiative de l'école. C'est ça, exactement. Ce n'était pas du tout prévu dans le budget, mais ça nous a paru pertinent pour tous ceux qui n'avaient pas déjà la connexion Internet de pouvoir activer, en fait, et de leur permettre de suivre normalement les cours. Et on avait déjà préparé avec Epitech France tout un dispositif de comment on allait activer la collaboration. Donc, les étudiants avaient des points réguliers de présence, on va dire, pour les maintenir aussi. Voilà. Donc, à 8h, à 13h, à 18h. Entre-temps, ils travaillaient en sous-groupe. Donc, on avait tous les outils Teams qu'on a déjà à Epitech. Donc, voilà. Donc, ça a été, on va dire, facile la mise en œuvre, parce qu'en fait, on était complètement prêts et toute notre pédagogie s'y prête. Par contre, c'est plutôt avec des jeunes, ce qui n'a pas été évident, c'est que certains étaient un peu déprimés. C'était compliqué, en fait, de suivre à distance. Parce qu'en fait, le plaisir quand même d'aller à l'école, à l'université, c'est aussi pour ses camarades, pour l'ambiance qu'il y a à Epitech. En plus, il y a une super ambiance. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est ce qui a été le plus difficile. C'est comment maintenir de la convivialité en ligne, donc au-delà de la formation. Parce que vraiment, l'année dernière, personne n'a décroché, malgré le contexte qui a duré quand même 2 mois. Nos étudiants ont été vraiment accrochés. Voilà. Nous, on a tout fait pour aller les chercher, faire des coachings avec eux. Donc, vraiment les suivre individuellement, malgré la situation. Mais voilà, c'est la convivialité. Donc, c'est vrai qu'à l'époque du reconfinement et de la rouverture des écoles, ils étaient très, très contents. Et donc là, on n'arrivait plus à les déloger de l'école.
Donc, je pense qu'effectivement, pour les jeunes, au-delà de la formation et du contenu, c'est vraiment l'aspect convivial qui a été un petit peu compliqué, en fait, voilà, pour à ce... gérer. Très bien. Apollinaire Togbonon, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Apollinaire? Apollinaire, si vous êtes là, écrivez dans le chat pour qu'on autorise votre micro. Bon, en attendant, je continue avec Joanne. Euh, Donc, on est en février, confinement, enfin, confinement quand même assez allégé par rapport à d'autres pays. Et justement, il m'intéresse aujourd'hui que tu partages avec nous la différence que tu as perçue entre le confinement et les impacts du confinement sur la formation telle que Epitech Bénin l'a ressenti par rapport au confinement et à l'impact sur la formation qui a pu être observée sur d'autres sites d'Epitech, par exemple en France. Est-ce que de ton retour et de ta position, tu as pu percevoir, par exemple, que d'une façon ou d'une autre, le contexte dans lequel nous nous trouvions a permis quand même aux étudiants de continuer à suivre la formation ici, alors que peut-être que s'ils avaient été ailleurs, cela se serait un peu moins bien passé. Du coup, c'est vrai que nous, on a la chance dans le groupe Epitech d'avoir des équipes tous super réactives, donc que ce soit en France ou au Bénin. Donc, c'est pareil, c'est des choses qui avaient été très anticipées et tout. On travaille de manière très agile à Epitech, donc ça a été très bien coordonné. Je dirais qu'en France, il n'y a eu aucun couac non plus. Enfin, pareil, ça a été... En fait, c'est ça aussi la ressemblance entre tous les Epitech. C'est-à-dire qu'on est tous connectés, les étudiants suivent les mêmes projets au même moment, c'est corrigé au même moment. Enfin, il y a vraiment une coordination mondiale, on va dire, sur tous les campus. Et donc, même en étant un très grand groupe avec 20 campus dans le monde, il y a une super coordination et une très bonne communication. Donc, il n'y a pas eu de problème, on va dire, en France. Après, effectivement, le confinement en France était beaucoup plus strict. Et puis là, du coup, ils sont repartis en période de confinement. Donc, c'est plus difficile, on va dire, pour les étudiants de se projeter parce qu'il n'y avait vraiment aucun contact. Et beaucoup d'étudiants se retrouvent tout seuls dans des chambres étudiantes. Ce qui n'a pas été le cas ici au Bénin, où les étudiants sont quand même entourés de leur famille. Donc, à ce niveau-là, ils avaient un soutien moral, on va dire, plus facile. Ils pouvaient quand même sortir, voilà, en respectant les distances et tout. Donc, c'est vrai que pour les jeunes, ça a été plus facile. Après, en Europe, ce qui était plus facile pour eux, c'est que tous les étudiants disposent déjà d'une connexion Internet. C'est-à-dire que c'est un fait. Enfin, je veux dire, tous les jeunes aujourd'hui et tous les ménages ont Internet en Europe, ce qui n'est pas le cas ici au Bénin. Donc, c'est plutôt au niveau des infrastructures sur voilà, les problèmes de connexion, on va dire, et l'accès à la connexion, qui a été, on va dire, un facteur un peu plus compliqué. Et c'est ce qui va, je pense, faire accélérer aussi les choses, déjà avec la fibre optique qui arrive, et du coup qui permet une connexion vraiment de meilleure qualité. Et du coup, on pense que voilà, le vrai prochain step, pour moi, il y en a deux quand on parle de digitalisation des formations. Ça va être vraiment des infrastructures beaucoup plus solides et beaucoup plus stables et beaucoup plus accessibles financièrement. Alors, Joanne, je t'arrête parce que ça fait l'objet d'une question à venir. Ok, d'accord, pardon. Voilà. Mais... Et le deuxième, c'est l'aspect pédagogique. Voilà. D'accord, on va y revenir. Voilà, ok, très bien. Donc, je m'arrête ici. Alors, je voudrais qu'on reste sur la connexion. Parce qu'on parle quand même des enjeux de la digitalisation. Dans notre contexte ici, et avec quand même la philosophie de fonctionnement de l'école Epitech, durant cette période, est-ce qu'il t'a semblé que justement les capacités, les infrastructures en termes de connectivité au Bénin ont facilité aux étudiants vraiment la traversée de cette période-là, tant sur un plan académique, pédagogique, que sur un plan relationnel? Est-ce que les outils étaient pertinents? Est-ce que vous avez dû mettre en place de nouveaux outils pour correspondre à leurs besoins de socialisation? Ou est-ce que vous avez
parce que c'est une école de développement, développer carrément vos propres outils. Tu as parlé de Microsoft Teams, mais est-ce que, par exemple, vous avez développé de nouvelles plateformes? Est-ce que c'est un besoin aujourd'hui de prendre en compte cet aspect socialisation? Ça fait plusieurs questions en une, mais le fait que la formation ne se limite pas uniquement à la transmission de connaissances, mais également à cette collaboration, cette coopération entre participants, acteurs du système de formation est quand même suffisamment important pour qu'on l'aborde de façon spécifique. Tout à fait. Donc effectivement, voilà, on a mis tous les étudiants sur Teams. Donc c'est un logiciel qu'on avait déjà, mais c'est vrai que les étudiants ne l'utilisaient pas. On s'est pas dit, tiens, on va développer notre outil, parce que c'est vrai que bon, le temps de développement d'un outil type Teams ou Zoom, on imagine le temps et les ressources que ça représente. Donc, par contre, ce qu'on a développé, c'est d'autres petites solutions autour. Un de nos étudiants avait développé très tôt, à partir de février, un test au Covid, justement, pour que tout le monde puisse s'auto-diagnostiquer. Nos étudiants étaient un petit peu sur tous les fronts, sollicités aussi par des startups et tout pour venir les aider sur le développement de certains outils. Et on a mis en place, effectivement, une plateforme qui s'appelle Discord, qui est plutôt utilisée par les gamers et les geeks. Là, plus pour le côté convivial, en fait. Oui. De faire, voilà, les étudiants peuvent se retrouver en coffee room virtuel, voilà. Donc, on a plutôt été sur des outils déjà existants. Est-ce que ces outils-là correspondaient vraiment à vos attentes avec le retour? Oui, je pense que c'était quand même pas mal équilibré. Bon, Teams, il y a des petits soucis quand même de bande passante par rapport à Zoom. Donc, ce n'était pas toujours simple, mais ça permet effectivement le partage de fichiers sécurisés, les discussions en sous-groupe, les grandes communications. Donc, finalement, voilà, nous, c'était vraiment un problème de connexion, on va dire, de connectivité, ou que ça soit pour certains encadrants ou les étudiants qui n'avaient pas toujours une très bonne connexion. Donc, c'est plus ça qui a fragilisé peut-être, on va dire, une certaine fois, les rencontres et la formation. D'accord. De façon générale, qu'est-ce qui a été le plus impacté, les rencontres synchrones ou les rencontres asynchrones de façon spécifique? Je dirais les deux. C'est-à-dire, les rencontres synchrones, ça permet vraiment de garder l'esprit de promo et de s'assurer que voilà, tout le monde est là, tout le monde est disponible, voilà, tout le monde est réveillé aussi. Enfin, voilà, on alerte, ça veut dire que même s'il y a Covid, la formation continue, c'est pas une période de vacances. Et les relations asynchrones, je dirais que c'est ce qui permet vraiment de garder le lien et les échanges. Et voilà, je dirais que les deux, en fait, voilà, le formel et l'informel sont importantes dans des situations comme ça. De toute façon, c'est vrai que c'était inédit pour tout le monde. Donc, même si nous, par exemple, on dit qu'on était préparés, on est préparé à la digitalisation, on n'était pas préparé à une crise sanitaire comme ça. Donc, voilà, on a dû inventer aussi des nouveaux modes de convivialité, de se dire, bah, chacun mange devant son écran, donc on fait des lunchs virtuels, on faisait des petits jeux virtuels aussi, des icebreakers virtuels, enfin, voilà, continuer avec voilà, des petites méthodes conviviales à distance. D'accord. Alors, j'avais plein de questions sur la partie emploi, mais bon, je vais poser des questions spécifiques sur la partie recrutement parce que Epitech est connu également pour assurer une réelle intégration du monde professionnel dans la formation, mettre les étudiants en contact des besoins du monde professionnel. Avant, cela se faisait au travers de rencontres directes, de rencontres physiques, d'immersions en stage ou bien même de salons où les recruteurs potentiels venaient et rencontraient les promotions. Cette année, est-ce que vous avez pu faire des activités pareilles? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on va dire que c'est ce qui a le plus impacté. C'est-à-dire que beaucoup de nos étudiants, ils allaient commencer leur premier stage en juillet. Et donc, du coup, on avait une mission aussi de les préparer et on avait une job fair prévue en avril, donc juste au moment de la crise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à les préparer à distance, donc sur tout ce qui était CV, technique de recherche de stage et tout. Et donc, on a reporté la job fair en mai. Donc ça, on a quand même voulu que la job fair soit en présentiel. Pour nous, c'était important. S'il y avait eu un cas d'extrême urgence, on l'aurait fait en virtuel, mais en tout cas, on voulait la faire.
parce que c'est voilà, pour des étudiants qui ont 17-18 ans, ça fait seulement 1 an qu'ils sont à l'école, se confronter à des employeurs, c'est quand même une sacrée aventure et donc beaucoup étaient stressés. Et on voulait qu'ils vivent quand même ce stress-là, c'est-à-dire qu'en digital, on peut plus facilement se cacher derrière l'écran. Et donc pour nous, quand on parle d'intégration du monde professionnel, c'est un tout, ça veut dire bien sûr faire des stages, mais c'est aussi se confronter du coup à se vendre à un employeur, être professionnel, travailler sur ses postures et tout. Donc voilà, donc on a pu maintenir la job fair, donc on a eu la chance d'être soutenu par une quarantaine de nos partenaires entreprises. Et donc forcément, ça a changé la donne puisque beaucoup de nos étudiants voulaient voyager par exemple au Togo, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en France, en Belgique pour leur stage qui durait 4 à 6 mois. Et donc on a dû regrouper tous les stages au Bénin. Donc on a dû mobiliser très très rapidement tout notre écosystème au Bénin pour leur dire voilà, on a 50 étudiants, tous doivent partir en stage. Et donc voilà, les entreprises, les structures, tout le monde a répondu avec une super réactivité. Et en 1 mois, on a pu organiser du coup la job fair, moitié présentielle, moitié virtuelle. Et tous nos étudiants ont été en stage du coup à partir du mois de juillet. Donc voilà, donc dans une période sanitaire compliquée, ça a été vraiment pour nous une vraie réussite. Et surtout qu'en fait, c'était plus à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'offres de stage que d'étudiants qui étaient finalement disponibles. Donc voilà, donc on se dit que malgré tout, et puis je pense que ça a accéléré les choses finalement, de se dire on doit intégrer ce genre de profil très tôt, et puis on a des besoins, et voilà. Ok, super. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, avant de passer la parole aux intervenants pour d'éventuelles questions, au public pour d'éventuelles questions, avec le recul, si en 2 ou 3 points, tu devrais rappeler quels étaient les principaux défis. Alors, il y a un micro qui est ouvert. C'est réglé déjà. Ok, donc si en 2 ou 3 points, tu devrais nous rappeler quels ont été les 2 principaux défis auxquels vous avez fait face et dont on doit tenir compte. Pas forcément en termes de digitalisation, mais dans un contexte, on ne le souhaite pas, similaire à celui que nous sommes en train de traverser, pour un centre de formation, pour une école, pour un institut universitaire ou une université. Si tu avais 2 conseils à donner aujourd'hui, quels seraient-ils? Donc la première, ça rejoindrait effectivement les infrastructures et la connectivité. Ça veut dire que on doit Parce que vous étiez prêts. Voilà, nous, on était prêts et puis on a pu fournir la connexion. Mais j'imagine, du coup, un des autres intervenants de l'UAC, nous, on avait 50 étudiants à l'époque, donc c'est rien du tout. Quand on doit gérer 10 000 étudiants, comment on fait? Ça veut dire que c'est au niveau de la masse, en fait. C'est-à-dire que nous, on était privilégiés à ce moment-là parce que aujourd'hui, on en a 150, donc ça aurait été un petit peu plus corsé. Et encore, je pense qu'on a les moyens très vite à Epitech de déployer, même pour... en France, ils sont 6 000 étudiants et ça s'est fait naturellement. Mais je me dis, pour des soucis de connectivité, c'est pas évident, voilà, quand on doit gérer 6 000, 8 000 étudiants. Je sais que MTN a fourni la connexion Internet gratuitement pour tous les étudiants, et ça a été génial. Une plateforme qui s'est déployée aussi en 10 jours par les équipes du ministère aussi pour l'UAC. Donc, je salue ce travail parce que c'est un travail phénoménal, c'est-à-dire de partir from scratch. Voilà. Donc, voilà, je dirais vraiment la connectivité. La deuxième, c'est la pédagogie. Donc, c'était un des points que je voulais développer tout à l'heure. Ça veut dire que suivre des formations en ligne et animer des formations en ligne, ça n'a rien à voir avec des formations en présentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... bon, nous, on n'a pas une pédagogie classique de base. Donc, on est déjà sur l'interactivité et tout. Mais je me dis qu'un prof à l'université qui peut-être venait avec des fiches, des papiers, voilà, des cours très théoriques, c'est imbuvable en ligne. C'est-à-dire qu'aucun étudiant ne peut se lire des tonnes et des tonnes de pages ou assister à des cours classiques en ligne, surtout avec une connectivité qui n'est pas toujours stable, pendant 2 mois. C'est impossible de se dire que l'étudiant va apprendre et va tirer quelque chose. Donc, il est urgent de réadapter en fait notre pédagogie avant même de parler de digital. Et donc, du coup, ça va aider en présentiel, mais aussi et encore plus en digital. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs pour les écoles et pour les enfants, il n'y a pas eu de continuité pédagogique parce qu'en fait, c'est pas juste d'administrer
de la connaissance, en fait. C'est comment on l'administre. Et ça, c'est fondamental. Le lien aussi, la convivialité, le lien entre étudiants et administration, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, la digitalisation de l'information. C'est créer une communauté, c'est l'animer, c'est travailler sur voilà, certains choix, être en fait 10 fois plus disponible pour les étudiants qui peuvent du coup avoir des coups de mou, avoir des problèmes aussi familiaux. C'est vraiment très, très important de le prendre comme un tout et de ne pas voir juste, je vais envoyer mes PowerPoint et je vais envoyer mes fichiers à l'ensemble de la classe et ils vont apprendre par eux-mêmes. Bien sûr, nous, on apprend à apprendre, mais sur des formats interactifs. Donc, on peut utiliser la vidéo, les MOOC. Nous, on a beaucoup utilisé, du coup, la pédagogie par projet, des rencontres, du coaching one-to-one. Enfin, il faut vraiment adapter et penser la pédagogie au-delà du côté juste, voilà, connectivité et mettre des cours en ligne, en fait. Ce n'est même pas de la formation à distance classique, c'est Voilà, vraiment voilà, une formation à distance en temps de crise carrément. exactement. Et donc, il faut designer la pédagogie en ligne. La pédagogie en ligne est différente de la pédagogie du coup en présentiel. Et si justement tout ce qu'on met en place pour la pédagogie en ligne peut être adapté ensuite pour le présentiel, c'est encore génial parce que si ça peut faire évoluer aussi les mentalités sur ça suffit à un moment, enfin, je veux dire, quand on est et encore plus dans un parcours universitaire et professionnel, passer ce stade-là, on doit pouvoir du coup considérer les adultes qu'on a en face de nous, hein, puisque c'est des jeunes adultes à 17-18 ans, capables aussi de pouvoir être dans l'interactivité et plus de pouvoir déclamer en fait des contenus hyper théoriques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on milite beaucoup à Epitech, sur voilà, cette transformation aussi pédagogique, mais pas seulement à Epitech, dans tous les cursus en fait. Okay. Merci. Et donc, je rappelle les 3 éléments sur lesquels tu attires notre attention. Déjà, la question des infrastructures et notamment celle du passage à l'échelle parce que, bon, pour une institution comme Epitech, ça reste quand même assez aisément réalisable, mais pour des institutions qui engrangent un peu des effectifs beaucoup plus importants, il y a vraiment nécessité de penser dans le fond et sur la durée les possibilités, les moyens de passer à l'échelle. Je regrette vraiment que Victor ne soit pas avec nous pour en parler. Sur la question également de la pédagogie, des transformations pédagogiques nécessaires au sein des corps enseignants et de la façon dont on travaille, on discute avec les apprenants. Deuxième point important. Et troisième point important, alors j'ai oublié le troisième point. Bon, ça va me revenir. Alors, je m'en arrête là pour prendre les questions. Alors, deux façons de poser les questions. Soit vous posez votre question par écrit dans le chat et on la reprend pour vous pour que Joanne puisse y répondre. Soit vous écrivez pour prendre la parole et poser la question vous-même. Et dans ce cas-là, je vais vous demander vraiment de rester précis, concis et de vous limiter à une intervention sur 30 secondes. Donc voilà, la parole ou le clavier à qui veut bien l'utiliser ou la prendre. Nos animateurs, est-ce qu'il y a des questions qui vous ont été adressées directement? Merci beaucoup, Franck. Merci, Madame Joanne. Epitech est quand même un peu pionnier, je dirais, avec sa façon de faire l'éducation de ses apprenants. Personnellement, j'ai eu à travailler d'une certaine façon avec Epitech, notamment via la communauté du GDG. C'était très fascinant de voir un peu la forme avec laquelle vous avez à dispenser les cours. Et je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il y a des questions, mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que est-ce qu'ils sont vraiment, comment je vais dire ça? Est-ce que cela suscite en eux une forme de continuité après? Parce que je ne sais pas, je crois que d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, ils reçoivent les cours, mais ils ne reçoivent pas les cours en tant que tel. C'est-à-dire qu'on leur donne des projets et c'est sur ces projets, bien sûr, qu'ils vont s'éduquer. Ils vont
prendre des cours, ils vont chercher comment faire pour résoudre les différents problèmes. Alors, est-ce qu'après les projets, est-ce qu'eux-mêmes ils continuent avec des projets à eux, c'est sortent quelque chose par eux-mêmes? Voilà. Je ne sais pas si ma question, je l'ai bien formée. Donc, sans doute, l'impact Voilà. de la méthode pédagogique adoptée à Epitech sur la pratique au quotidien des apprenants sur le moyen long terme. Alors, Joanne, est-ce que tu as déjà à cette étape des retours sur comment votre choix de méthodologie pédagogique, d'approche par projet, par réalisation de projet, donc approche pratique par réalisation de projet, a pu transformer le savoir-être et le savoir-faire des apprenants? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai qu'on a moins de recul ici, mais je peux vous partager du coup 2 expériences. Celle, en France, où effectivement, nous, toute la base de la pédagogie d'Epitech, on dit qu'au-delà d'apprendre l'informatique aux étudiants, nous, on apprend à nos étudiants, on leur apprend à apprendre. Et c'est, on va dire, la base de la pédagogie à Epitech. Et on se dit, on préfère leur apprendre moins de langage, moins de technologie, mais leur apprendre en fait cette méthodologie. Parce que finalement, du coup, il y a 2 choses, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, c'est très changeant, il faut s'adapter à n'importe quel contexte. Et nous, on a besoin de former des professionnels hyper adaptables, peu importe le contexte, et qui vont pouvoir, du coup, aller chercher eux-mêmes leurs connaissances. Et ensuite, le monde de l'informatique change encore plus. C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent apprendre en première année, ça sera déjà obsolète quand ils vont sortir de troisième année. Donc, on fait 2 choix pédagogiques, ça veut dire qu'on part sur des langages de très bas niveau, donc des langages intemporels, si on peut dire, le C et le C++, qu'ils vont faire pendant les 2 premières années. Et la troisième année, ils vont toucher plein de langages différents qui sont, on va dire, un peu à l'heure du jour, quoi. Mais nous, ce qu'on leur apprend, c'est que peu importe la technologie à laquelle ils vont faire face, s'ils ne connaissent pas, ils doivent être en mesure de l'apprendre en quelques jours. Parce que finalement, on les prépare pour une carrière sur du long terme. Donc, oui, bien sûr que ça a un impact sur eux, donc que ce soit les étudiants en France, et aussi ici, on le remarque très vite. C'est-à-dire que nos étudiants, pendant toute la période de confinement, même quand ils étaient en première année, ils étaient déjà sur des projets à eux. Même pendant leurs vacances, ils viennent et travaillent sur des projets à eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette autonomie, dans cette prise d'initiative, d'aller se former par eux-mêmes. Et ils n'ont pas arrêté de continuer pendant les stages à être dans cette posture-là. Donc, que ça soit voilà, à l'école, pendant les stages, pour leurs projets professionnels. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qu'ils ont adoptée. Donc, ça a été douloureux au début, parce qu'en fait, c'est très compliqué. On est très rigoureux, très exigeant. Il y a énormément de travail. Mais déjà, au bout d'1 an et demi, nos étudiants sont déjà dans cette démarche où on n'a pas besoin d'aller les tirer de leur lit pour leur dire « viens travailler » en fait. Parce que de toute façon, sans passion, on ne réussit pas à Epitech. Donc, ils sont déjà dans cette démarche de « je vais chercher ma connaissance, j'apprends à apprendre ». Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fois des étudiants qui partent tôt. Et ça permet un filtrage, parce que les étudiants qui pourraient être attentistes, bon, même si on fait une sélection un peu passif, ils ne se reconnaissent pas dans le modèle. Donc, très vite, ils vont décrocher. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne sont pas actifs dans leur formation, ils n'y arriveront jamais. Donc, tous ceux qui sont moyennement passionnés, qui voulaient juste la couler douce et tout, c'est pas possible. On en a très peu, hein, bien sûr. Mais voilà, même du coup, ça re-questionne aussi leur motivation de se dire, finalement, je pensais être passionné, mais je ne le suis pas tant que ça, donc je préfère arrêter. Parce qu'en fait, je suis entourée de gens passionnés et je sais que je ne suis plus à ma place. Ok, d'accord. Une autre question? Oui, ici, il y a une question. Oui, vas-y. OK. En fait, je voudrais savoir, puisque vous avez des étudiants béninois pour la plupart, est-ce que le Est-ce que tu pourrais déphasage n'a pas commencer été... par te présenter, s'il te plaît? Enfin, parce que le système béninois classique... Allô? Est-ce que tu pourrais te présenter, commencer par te présenter? Oh, pardon, désolé. Ismen Degenova. Ok, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, en fait, la question, c'était de savoir, la plupart des étudiants que vous avez sont béninois, ils ont fait tout le cursus béninois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un trop grand déphasage entre votre système éducatif et le système auquel ils ont toujours été habitués depuis la maternelle, où il faut aller à l'école plus de 10 heures, des fois par jour, et tout ça, tout ça. Est-ce que ça n'a pas été compliqué
de non seulement entrer dans un système comme le vôtre et ensuite maintenant de subir la dématérialisation des cours avec le Covid? Comment vous avez géré? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont désistés? C'est la question que je me posais. Donc, Joanne, une question sur comment vous assurez la transition pour les apprenants entre le système de formation classique dont ils sont issus et le système d'approche d'apprentissage par projet dans lequel vous les insérez en même temps, suivi brusquement de la numérisation, de la dématérialisation de l'ensemble des supports et des contenus pédagogiques? Effectivement, c'est un gros challenge. Et nous, on a fait le choix de les mettre dans le grand bain. Donc, ça veut dire qu'ils sortent du bac, ils arrivent à Epitech. On fait une petite semaine d'intégration, voilà, pour faire connaissance, des moments de convivialité, découvrir un peu les métiers, rencontrer des professionnels. Et très vite, c'est le grand bain. Donc, très vite, ils arrivent dans la piscine. Donc, ça, c'est propre à Epitech. Donc, pendant 1 mois, ils vont travailler pendant de 7h à 23h, chaque jour, du lundi au dimanche, sur des nouveaux projets. Donc, on fait le choix de la noyade, on va dire. C'est-à-dire que une déformation de tout ce qu'ils ont appris et de toutes les manières dont ils ont étudié. Donc, c'est hyper violent, hyper douloureux, hyper fatigant. Mais ils peuvent tous vous dire que c'est le meilleur moment de leur scolarité. Parce que du coup, on ne peut pas, en fait, quand on doit on va dire, rebooster un système de pensée, le faire... on a 3 ans, donc finalement, c'est long et c'est court en même temps. Donc voilà, donc c'est le modèle vraiment de piscine où, en fait, on les jette dans le grand bain. Ils n'ont jamais vu ces langages, ils n'ont jamais vu cette manière de travailler. Et on les jette. Donc, c'est effectivement hyper douloureux, mais ils sont vachement accompagnés. On a des coachs de développement personnel aussi qui les suivent. Il y a les encadrants, il y a les anciens étudiants. Et il y a une super solidarité entre les étudiants. Parce que ça fait vraiment partie d'une des valeurs. Donc, en fait, c'est plutôt l'émulation de groupe qui leur permet de tenir la route, en fait. Donc, c'est-à-dire que même pendant la crise sanitaire, pour eux, c'était moins difficile que la piscine qu'ils avaient eue en présentiel. Où là, c'est vraiment le grand bain et c'est pas toujours évident. Donc, en fait, on les prépare un peu à la dure. En fait, on dit on est un peu l'armée du code. Ça veut dire qu'on prépare d'une manière un peu militaire nos étudiants, mais on leur dit il vaut mieux que ça soit l'école qui soit plus dure que le monde professionnel. Pour que, en fait, quand ils arrivent dans le monde professionnel, ils trouvent ça même facile, pas trop fatigant. En fait, on leur dit que quand ils sont en stage, ils sont en vacances parce qu'ils ont leur week-end, ils finissent à 18h, 19h. Donc, effectivement, ils se sentent en vacances quand ils viennent travailler. Donc voilà, donc c'est des méthodes, on va dire, assez radicales, mais qui fonctionnent bien pour la plupart. C'est pour ça qu'on fait quand même une sélection, c'est-à-dire que ce n'est pas adapté à tout le monde. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire que si les étudiants ne sont pas sélectionnés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est qu'on pense que ça va être trop compliqué pour eux de pouvoir s'adapter parce qu'ils ont peut-être du cheminement à faire, sachant que tous les projets sont en anglais en plus. Donc, ils ont le challenge en 3 ans d'acquérir un bon niveau grâce à des coachs aussi, des plateformes en ligne, tout ça. Donc, c'est beaucoup de challenge pour les étudiants. Ce qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va redémarrer en mars sont des petites formations beaucoup plus courtes, un peu préparatoires. Mais pas seulement préparatoires, mais en tout cas pour tous les gens qui voudraient rejoindre Epitech ou même qui voudraient se former au numérique. Donc, on va lancer ça en mars. Des formations courtes, très accessibles financièrement, pour permettre du coup aux jeunes et aux moins jeunes de prendre la main et de s'acculturer au digital petit à petit. D'accord, merci. Une autre question? La parole ou le clavier à qui veut l'utiliser? Bien, alors vu qu'il n'y a pas encore de questions, moi j'avais... Il y a une question dans le chat. Ah, ok. Allô, il y a une question. Ah, ok. Est-ce que vous comptez dispenser des formations dans des domaines divers du numérique? GDL. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous, déjà, à Epitech, c'est très large quand on fait de l'informatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur le développement, mais aussi sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le cloud, le big data, la transformation digitale. Donc, c'est très, très large déjà dans nos formations. Que ce soit au niveau bachelor, master ou formation professionnelle. Mais par contre, effectivement, dans cette nouvelle école qui ne s'appellera pas Epitech, qu'on est en train de déployer à côté, comme
on va effectivement élargir et Alors, j'ai besoin que vous m'aidiez pour le contrôle. Voilà, il y a eu un petit Vas-y. voilà, bébé d'un des participants. Oui, voilà, donc je disais, effectivement, donc là, nous, on commence à voir depuis donc 2 ans qu'on a ouvert. Et c'est d'où l'idée de lancer ces petites formations beaucoup plus courtes, sur quelques semaines, voilà, pour commencer, du coup, à s'acculturer, en fait, un peu plus facilement. Et là, du coup, des formations qui vont aussi élargir au niveau du marketing digital, voilà, de construire son chatbot, construire son premier site internet, enfin, voilà, des formations, on va dire, plus de base et qui vont permettre à un plus grand nombre de pouvoir s'acculturer. Et donc, ça va être un tremplin aussi pour ceux qui veulent aller après à Epitech ou juste, en fait, se former déjà aux premiers outils numériques. Parce qu'on sait que la marche est haute pour rejoindre Epitech, parce qu'effectivement, c'est très exigeant, donc c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'esprit bien fait, c'est-à-dire qu'on va chercher des esprits très logiques et très, très vifs. Et je ne dis pas que les gens qui ne sont pas vifs, mais tout le monde n'a pas cette même capacité à apprendre aussi vite, en fait. Donc, ça peut perdre beaucoup de gens. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Quelle est la tranche d'âge des étudiants d'Epitech? Celui qui veut reprendre des études et se spécialiser dans le numérique peut-il avoir une chance après des années d'abandon des études? Et également, question qui suit, y a-t-il des bourses de réduction pour les couches sociales moyennes pour entrer à Epitech? Oui, tout à fait. Alors, la première question, la tranche d'âge. Donc, en fait, ça dépend des programmes. Pour la licence, c'est vrai que c'est plutôt pour des jeunes, donc entre 16 et 22 ans, donc juste après le bac. Donc, il y a certains étudiants qui nous rejoignent même après une licence ou après quelques années de fac. Donc, je dirais, voilà, on est sur des moyennes d'âge de 16-23 ans. Pour le master, ça sera ouvert à toutes les tranches d'âge et ça sera un master en alternance qu'on va proposer dès l'année prochaine. Donc, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, ce qui permet du coup à même des professionnels aujourd'hui de pouvoir continuer à travailler et donc de financer leur formation grâce à leur emploi et de pouvoir reprendre le chemin de l'école. Donc ça va être un modèle très intéressant. Et là, ça sera ouvert à tout le monde à partir du moment où il a déjà une licence. On va proposer peut-être des prépas au master en fonction du niveau, voilà, pour faire une remise à niveau. Mais sinon, voilà, le côté alternance, pour nous, s'impose en fait comme le modèle qui est le plus intéressant ici pour que les étudiants puissent travailler très rapidement et des professionnels puissent aussi rejoindre la formation. Et on a une formation courte qui dure 6 mois, qui est très intensif et qui permet du coup à n'importe quelle personne, qu'il ait 25 ans ou 50 ans, de reprendre et de se former en 6 mois au développement web et mobile. Donc, c'est très, très intense, très, très poussé. Mais voilà, ça permet... Donc là, aujourd'hui, on a des professionnels qui étaient déjà en poste, mais qui avaient besoin vraiment d'approfondir. Et pour eux, c'est un saut de géant énorme, quoi. Et oui, on a des bourses. On a des bourses au niveau bachelor. On est en train de chercher des bourses, mais plutôt du financement pour le master, c'est-à-dire que des entreprises partenaires qui vont financer finalement le master de l'étudiant. Donc, les étudiants vont travailler pour eux et les entreprises vont financer le master. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et pour la Cogni Academy aussi, on est, donc la formation professionnelle, on est en train aussi de chercher effectivement des partenaires pour financer des bourses. Nous, on en donne quelques-uns. Notre partenaire CMCity nous en donne beaucoup. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, sur tous les programmes confondus, on a à peu près une trentaine de boursiers sur 150 étudiants. OK. Dernière question, toujours dans le chat. Est-ce que vous avez une utilité pratique des outils DNS à Epitech? Oui, tout à fait. Déjà, en fait, juste pour acculturer aussi nos étudiants à ce que c'est le DNS, parce qu'eux, ils vont forcément l'utiliser, que ce soit dans le développement, dans la cybersécurité. Donc, oui, bien sûr, on a une... D'ailleurs, je pense qu'on vous fera intervenir, ceux du Bénin DNS Forum, auprès de nos étudiants. Nous, on communique souvent les informations auprès de nos étudiants. Mais oui, bien sûr qu'on a une utilité. On encourage beaucoup nos étudiants aussi à rejoindre des associations, on va dire, locales, en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, le DNS Forum, Internet Society, le GDG, voilà. À rejoindre aussi les meet-up aussi, voilà,
par langage type Python, enfin, pour du coup s'acculturer aussi par eux-mêmes à tous les enjeux qu'il y a ici au Bénin. D'accord. Une question de Tatiana, comment être informé des programmes de bourse? Alors, comment être informé? Donc, c'est vrai que le processus se faisait beaucoup avant par tous les jeunes qu'on rencontrait dans les lycées. Donc, on fait beaucoup de terrain. On va aller dans tous les lycées, en tout cas une bonne trentaine, quarantaine de lycées au Bénin, pas seulement à Cotonou, donc de Cotonou jusqu'à Nati Tengou. Et du coup, c'est vrai que ça se faisait beaucoup par du coup l'approche des lycées et des jeunes qui nous sollicitaient très tôt pendant leurs études. Donc, on a pas mal de jeunes de lycée Koulibaly ou d'autres lycées qui venaient nous voir. Et donc, c'est vraiment par sélection, c'est-à-dire qu'en fonction des tests d'admission, on peut déclarer ou pas que l'étudiant peut être apte, s'il y a assez de bourses, en fait, à recevoir une bourse. Pour cette année, le processus va être différent parce qu'on essaie d'aller chercher beaucoup plus de bourses et donc de faire un processus plus ouvert à tout le monde. Donc, on va lancer des mini-concours, des sessions d'information, voilà, pour aller détecter, en fait, les petites pépites. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir encore plus de bourses qu'on a actuellement. Donc, on est toujours à la recherche, effectivement, de partenaires pour nous aider à aller plus loin là-dessus, pour, du coup, pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à nos formations. Donc, ça, c'est vraiment un gros Je enjeu. rebondis sur cette partie-là où tu parles d'aller chercher les talents. Dans le contexte de la COVID-19, comment vous transformez, comment vous vous adaptez? Parce qu'avant, pour aller détecter les talents, les chercher, vous alliez dans les lycées, les collèges, vous étiez en présentiel pour présenter Epitech et intéresser, appâter les jeunes, recruter les jeunes. Mais avec la COVID-19 ou le COVID-19, comment vous prévoyez vous adapter à ce contexte particulier ou peut-être vous n'aurez humainement tout simplement pas les moyens d'aller partout ou simplement de rencontrer tout le monde? Oui, très bonne question. Alors déjà, en fait, on a des ambassadeurs par ville, donc à Porto, Parakou, Nati, qui nous aident aussi à communiquer. C'est-à-dire que même quand on ne peut pas, il y avait le cordon sanitaire et tout, eux-mêmes, ils permettent aussi de détecter dans leur écosystème des jeunes qui sont talentueux, qui sont intéressés. Donc, on travaille par partenariat comme ça avec des structures ambassadrices un peu partout dans le pays. Ensuite, ce qu'on a beaucoup utilisé, nous, pendant le Covid, en fait, on a fait toute notre campagne de recrutement. Et pour vous dire, on a recruté 85 étudiants cette année. Beaucoup plus qu'on avait prévu. Hein. On voulait avoir 60 étudiants. Et on a dû limiter à 85 étudiants parce que, en termes de nombre d'inscriptions, on aurait pu aller facilement jusqu'à 120, 150 étudiants cette année. Mais voilà, il fallait aussi que nous, on gère derrière la qualité. Donc, on a dû arrêter très tôt les inscriptions cette année. Et je dirais que toute notre campagne de recrutement s'est faite en ligne, donc par les réseaux sociaux, des lives Facebook, Instagram et par des initiations au code via la plateforme Discord dont je parlais tout à l'heure. On a organisé plein de sessions pour les jeunes où depuis leur mobile, ils pouvaient s'initier aux bases du code. On a fait beaucoup de webinars, tout ça. Donc, tout ça, ça a permis à plein de jeunes de se connecter. Mais malheureusement, il y a toujours cette partie-là, la connectivité, où on ne peut pas toucher tout le monde quand c'est le digital. Donc, c'est pour ça que pour nous, de garder ce côté-là, terrain, ambassadeur, passer dans les lycées, c'est hyper important pour nous de continuer à faire ça. Parce qu'en fait, c'est là où on va aller chercher aussi les pépites, mais les pépites qui n'ont pas les moyens déjà d'avoir cette connectivité, d'avoir ces devices et tout. Donc, on est vraiment engagé là-dessus sur beaucoup de nouveaux programmes qu'on va monter pour aller chercher du coup ces talents dans le pays. Ok. D'accord, nous sommes à 3 minutes de la fin de cet atelier. J'aimerais passer la parole une dernière fois à Johanna pour déjà nous résumer l'ensemble de ces interventions, si c'est possible, en 1 minute et nous donner en 30 secondes son mot de fin. Alors, du coup, ça va être difficile de tout résumer, mais je dirais que les points principaux qu'on a évoqués, c'était vraiment l'idée de la connectivité, l'adaptation aussi de la pédagogie aux formations, que ce soit en présentiel, mais encore plus en contexte digital, l'agilité et s'adapter, donc autant en tant qu'apprenant, donc apprendre à nos apprenants à s'adapter, à être agiles, peu importe les contextes, pour qu'ils puissent en fait... parce qu'en fait, le monde est incertain et il faut se dire, et change très vite. Donc, si l'université et l'école peuvent apprendre ça très tôt, c'est hyper important. Il faudrait même l'apprendre beaucoup plus tôt, hein, dès la primaire. Et je dirais effectivement, voilà,
tous aussi les avantages que nous offre le numérique aujourd'hui pour apprendre. Et en fait, si tous les étudiants du Bénin étaient dans cette capacité d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire qu'ils pourraient se former eux-mêmes à plein de choses. Parce qu'en fait, on a un accès à plein de connaissances maintenant par les MOOC, les formations en ligne. Et donc, c'est vraiment cultiver cet état d'esprit et cette culture chez les jeunes. Et donc, ça va être un des grands enjeux. Et je dis souvent que moi, j'anime des webinaires sur les métiers du numérique. Et j'ai tout le temps que, en fait, dans 3 ans, ça sera aussi obsolète. Parce qu'en fait, on parlera seulement du numérique dans les métiers. Et on ne parlera plus de métiers du numérique, parce qu'en fait, tous les métiers seront numériques. Donc, il est urgent de se saisir de cette question. Et peu importe, pas seulement si on fait de l'informatique, si on fait de la biologie, si on fait du commerce, si on fait de la géographie, il faut très tôt aller vers les outils du numérique. Donc, voilà, ne pas rester en marge. Et donc, ça, autant suivre des formations en présentiel, mais aussi en ligne par soi-même. Merci Johanna, merci à l'ensemble des intervenants. Souvenons-nous donc que en face de monde incertain et changeant, où des crises comme la COVID-19 peuvent survenir à tout moment, nous devons garder l'esprit ouvert, rester agile, faire de la résilience et de l'agilité des maîtres mots de notre comportement et de notre façon d'être dans le monde. Souvenons-nous également que l'informatique aujourd'hui transforme l'ensemble de nos sociétés, le numérique impacte complètement nos manières d'être et de faire, et que donc dans les années à venir, tout ce pourquoi on a été formé aujourd'hui pourrait être complètement obsolète, et qu'il nous appartient donc de mettre en place les mesures nécessaires pour être prêt et pouvoir faire face aux enjeux du monde de demain. Merci à tous. Merci à l'équipe d'organisation du DNS Forum. Merci Johanna. Désolé à Apollinaire, on était quasiment sur la fin. Je n'ai pas pu te donner la parole. Je repasse la parole à l'animateur. Bonne suite de journée à tous. Merci à tous. Merci, Johanna. Je sais qu'on vous a pris un peu carrément vers la fin. Vers la fin du DNS Forum, mais merci quand même d'avoir répondu présence. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler avec cette passion de l'enseignement qu'Epitech dispense au Bénin. OK, alors nous allons continuer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Elle va répondre. Voilà, ça va commencer, c'est bon.